Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon invité ce soir dirige une maison qui veille sur nos intérêts sociaux, nos intérêts physiques, enfin, pas tous, ceux qui entreprennent généralement, qu'ils soient agriculteurs, artisans, commerçants ou artistes ou qui exercent des professions libérales. Alors, c'est une maison, la Casnos, qui se porte bien financièrement, mais qui est toujours en recherche d'affiliés. Alors, je reçois son directeur général qui nous fait l'honneur d'être là, Chawki Achek Youssef, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est vrai, confirmez-moi, que la Casnos se porte bien actuellement? Ben, écoutez, elle se porte très bien et j'espère qu'elle se portera encore mieux. Et c'est un peu notre challenge. Alors, est-ce qu'on peut évoquer un peu les chiffres aujourd'hui, financiers, pour expliquer que vous portez bien? Alors, qu'est-ce que vous drainez aujourd'hui comme argent? Qu'est-ce que vous en, Oui. voilà, qu'est-ce qui est dans votre caisse exactement? Et puis, combien d'affiliés avec Oui. exactitude sont aujourd'hui Mais écoutez, je pense que la meilleure manière de donner des chiffres, c'est de faire toujours des comparatifs par rapport à une période donnée. Et à titre d'exemple, si je prends uniquement, pour être très contemporain du temps actuel, nous sommes aujourd'hui à moins d'un trimestre d'exercice pour cette année. Nous avons déjà réalisé l'équivalent de ce qu'on avait réalisé en 2014 en termes donc de cotisants. Nous sommes déjà à près de 500 000. Je rappelle qu'en 2014, on était à 550 000 cotisants, donc à jour. Nous sommes en fait, en termes d'affiliés, à 1 800 000. Nous espérons encore atteindre tous les affiliés, en l'occurrence près de 3 millions. Et puis après, nous allons faire une stratégie pour éventuellement essayer de récupérer les personnes qui sont dans l'informel et faire en sorte qu'elles se formalisent. Donc vous voyez que le challenge est encore important, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pour cela que nous avons fait un certain nombre de choses, un certain nombre de démarches que vous avez dû constater en termes de management, en termes de réorganisation, en termes de facilitation surtout, et puis en termes d'explication, parce que nous devions d'aller vers une démarche de communication en interne et en externe, et je crois que ça a été un peu ça notre sacerdoce dès le départ. 1,8 million sur 3 millions potentiels Oui, déclarés. oui. Cela veut dire que le challenge pour vous, c'est d'abord d'essayer de récupérer 1,2 million Oui, entrepreneurs. oui. Alors déjà faire en sorte que le 1 800 000 cotise de manière régulière, parce qu'il faut dire que beaucoup sont affiliés, ensuite sont partis, revenus, donc de manière assez itérative. Mais en fait, notre but, c'est de faire en sorte que tous soient des cotisants à jour, c'est déjà le premier challenge. Le deuxième, c'est de faire en sorte que tout le monde vienne donc à la sécurité sociale. Vous savez, les gens par le passé pensaient que le fait d'aller à la sécurité sociale, c'était une manière d'un peu de jeter l'argent par les fenêtres. Deux, ils avaient l'impression que c'était un choix et non pas une obligation. Et puis, ils ne voyaient pas très bien l'intérêt d'y aller et puis se qu'offrait en fait la sécurité sociale. Je pense que là, nous sommes dans une phase où la culture de la sécurité sociale qui n'existait pas chez les non-salariés commence à s'installer. Alors, il reste un défi majeur aussi, c'est celui de ramener les agriculteurs. Vous savez, il y a quand même 1 million d'agriculteurs dans ces chiffres-là et qui sont restés très longtemps en marge véritablement de la sécurité sociale. Quand vous dites que ces agriculteurs qui sont dans ces chiffres-là, vous parlez de quel chiffre? Du 1 200 000? Non, alors, dans les agriculteurs, le chiffre des 3 millions, il y a 1 million d'agriculteurs. D'accord. Sur lesquels vous avez récupéré? Alors, sur les millions d'agriculteurs, il y a de cela 2 années, il n'y avait que 3% qui étaient affiliés. Nous sommes passés maintenant à 18%, c'est déjà un taux intéressant, mais il y a encore beaucoup à faire et c'est un peu la démarche que nous sommes en train de faire avec le ministère de l'Agriculture, avec leur organisation, en l'occurrence l'UNPA, avec les chambres, pour essayer de leur expliquer, de les amener petit à petit à venir. Et puis il y a effectivement beaucoup de facilité en ce qui les concerne. Alors, sectoriellement, les agriculteurs viennent, je dirais, avec plus de difficultés, moins d'aisance vers vous. Mais est-ce qu'on peut, et régionalement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez observé que des régions qui sont plus Oui, il est évident que les régions à vocation agricole vont forcément être beaucoup plus enclines à venir. Mais il faut dire qu'il y a aussi l'historique. Il faut dire qu'il y a quelques années, les agriculteurs étaient plus ou moins attachés à la CNMA, donc la mutuelle agricole, qui est devenue donc en fait une banque. Et puis ils ont été transférés à la CASNOS, cela dès 95-96, sauf qu'à l'époque, il n'y a pas eu du tout de communication. Et puis les gens ont été un peu délaissés. Secondairement, il y a eu aussi les périodes de sécheresse, puisqu'à l'époque, il y avait très peu d'activités en ce sens.
Et donc ensuite, il y a eu bien sûr la période du terrorisme qui a complètement fait en sorte que les zones rurales se sont pratiquement vidées et puis très peu de gens donc, allaient travailler. Donc ils n'avaient pas les moyens aussi de cotiser. Et puis il y a eu un délaissement donc, de cette population. Mais maintenant, il y a un engouement, les gens commencent à comprendre, ils viennent, ils s'interrogent et nous essayons de leur donner les réponses adéquates avec les couvertures adéquates. Le passage, le basculement de la CNMA vers la CASNOS, est-ce que vous offrez à destination de ces agriculteurs le même nombre d'effectifs pour s'occuper d'eux et pour les draguer? Oui, alors il faut dire que déjà la CNMA, il n'y avait pas grand monde en fait à la CNMA déjà à l'époque. Il faut dire ce qu'il y en est. En plus, la CNMA avait plus vocation effectivement sociale, mais plus vocation aussi à caractère commercial, économique. Donc, d'ailleurs, la CNMA actuellement agit en tant qu'assurance économique puisqu'elle couvre les risques liés aux incendies, les risques liés à la sécheresse, donc tout ce qui peut toucher un agriculteur dans son essence même. Donc, sur le plan véritablement de la couverture sociale, ils étaient déjà très peu engagés. Bon, maintenant, les effectifs, ce sont les effectifs qui existent au niveau donc, du territoire national, qui prennent en charge en fait tous les non-salariés, et puis la frange des non-salariés, donc des agriculteurs. Nous avons aussi, avec la CNMA, quand même passé, disons, une convention de mutualisation. Nous avons installé donc, des personnes de la CASNOS au niveau de la CNMA pour essayer un peu de capter les gens qui viennent chez eux et donc qui forcément passent chez nous. Donc, une sorte d'entraide entre nous pour mieux encore leur expliquer, être présent surtout sur les zones rurales. Vous savez que nous avons fait un redéploiement, puisque par le passé, la CASNOS était organisée en direction régionale, donc très peu proche en fait de la population. Et puis là, nous avons organisé nos structures en direction de Wilaya, donc nous sommes plus proches. Nous avons ouvert, mine de rien, plus de 136 structures en un temps record. Et là, on s'est rapproché de la population en faisant bien sûr d'autres activités. Alors, Monsieur Achraf Youssef, globalement, si on prend les commerçants cette fois, pourquoi cette résistance encore à devenir légaliste, à venir vers vous, à payer? Oui. Alors les commerçants, formalisés, qui ont donc des registres de commerce, qui activent normalement, viennent. Et c'est le plus gros des troupes, je dirais. Ils viennent, ils cotisent. Il reste maintenant le deuxième volet, on en discutera après si vous voulez, c'est le niveau de cotisation. Alors beaucoup de gens préfèrent payer le minimum, pensant que c'est... Pour ceux qui savent que c'est une obligation légale, ils payent le minimum dans leur esprit qu'ils n'ont pas à dépenser plus. Bon, maintenant, je pense que les gens commencent à comprendre. Vous savez que quelqu'un qui cotise au maximum, par exemple, et qu'il a les années nécessaires, vous savez qu'il peut partir en retraite quand même avec pas loin de 20 millions de centimes par mois, ce qui est quand même conséquent. D'autant que la différence entre un non-salarié et un salarié, c'est le non-salarié qui décide de sa retraite parce que c'est lui qui va cotiser. En plus, nous avons fait un système donc déclaratif, donc les gens payent d'eux-mêmes, ils déclarent eux-mêmes les sommes qu'ils doivent payer. Alors s'ils veulent payer le maximum, ils peuvent le faire allègrement. S'ils veulent payer le minimum alors qu'ils ont par contre des rentrées importantes, ils sont tenus de payer plus. Ça rentre dans le cadre aussi bien dans leur intérêt pour une meilleure retraite, mais aussi dans le cadre de la solidarité nationale où ceux qui gagnent plus se doivent de payer quand même à des cotisations plus élevées. Alors ça c'est c'est ce que vous affichez et sur lequel vous avez intérêt à beaucoup communiquer. On en parlera du volet communication. Mais moi, en tout cas, ce qui remonte vers moi, on dit souvent que, mais ce n'est pas aussi l'apanage que de la CASNOS, c'est que le remboursement, par exemple, sur les soins et les médicaments, se fait de façon trop maigre. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réviser les choses, surtout que vous portez bien aujourd'hui? Alors, la première chose déjà, vous savez, dans les cotisations qui sont données, il y a déjà la part, donc la moitié qui va vers la retraite. Et donc là, ça dépend bien sûr du cotisant pour qu'il ait une meilleure retraite, donc il a intérêt à payer plus. D'autant que je rappelle, parce que beaucoup de gens pensent que le calcul de la retraite se fait sur les 10 dernières années. En fait, c'est la moyenne des 10 meilleures années. Et je m'explique, quelqu'un qui a des entrées conséquentes maintenant, il a intérêt à payer au maximum puisque ça va se comptabiliser dans les 10 meilleures années, plutôt que d'attendre plus tard et il y a le risque de ne plus avoir la même aisance financière ou alors même le risque de disparaître bien avant d'atteindre cet âge-là. D'où la nécessité de payer mieux. Et d'où l'intérêt de devenir ministre ou député un temps. Ça peut se faire. Alors le deuxième aspect, c'est que effectivement, en ce qui concerne les remboursements, vous savez, nous avons quand même une couverture conséquente en ce qui concerne notamment les médicaments.
Il est bien beau d'aller chez un prescripteur. Si vous avez une ordonnance et qu'ensuite vous atterrissez à la pharmacie, vous n'avez pas les moyens de prendre le médicament, ça ne sert absolument à rien. Il y a abondant donc des traitements, notamment pour les malades chroniques, qui sont tenus d'avoir un traitement régulier et qui est très onéreux. Alors, à ce niveau-là, nous avons une couverture totale, et je pense que c'est une des meilleures actuellement dans les systèmes de sécurité sociaux que je connais, en tout cas à travers le monde, puisque nous prenons la totalité des médicaments remboursés, et nous avons mis en place ce tarif de référence qui permet justement à l'assuré de ne pas payer la différence. A contrario du système, par exemple, qui existe en France, où les gens sont remboursés à 30, 60% ou 80%. Donc à chaque fois, ils sont tenus de mettre la main à la poche. Donc, et sur ce volet-là, vous êtes au même diapason que la CNAS, par exemple? Ah oui, oui. Dans les remboursements, c'est exactement les mêmes couvertures. Alors, deuxième aspect, en ce qui concerne les pathologies lourdes. Vous savez qu'avant, la pathologie cardiovasculaire, notamment la chirurgie cardiovasculaire et interventionnelle, était l'apanage des transferts pour soins à l'étranger. Donc nous avons passé des conventions avec des cliniques privées, ça a eu un double impact. Premièrement, les gens ne partent plus à l'étranger, ils sont pris en charge chez nous, et c'est très bien. Deuxièmement, il y a eu donc un transfert de technologie, transfert de savoir, donc tout se prend en charge en Algérie, que ce soit dans le secteur public ou privé. Et j'ouvre la parenthèse pour dire que même dans le secteur public, beaucoup de gens pensent que la médecine est totalement gratuite. En fait, non. L'État donne une partie et les cotisants donnent une partie à travers les organismes de sécurité sociale. Donc, toute personne qui va à l'hôpital, il faut qu'elle ait à l'esprit qu'elle est en train d'utiliser l'argent des cotisants. Même si on n'est pas cotisant, on est soigné dans ce pays. On est soigné effectivement. Et je pense qu'il est temps justement d'aller vers l'identification des gens qui viennent se soigner. Ceux qui sont assurés sociaux sont pris en charge par la sécurité sociale, ceux qui sont démunis sont pris en charge par l'État, et ceux qui sont ni l'un ni l'autre auront à payer. Sur les remboursements, on peut voir à court terme ou à moyen terme Alors justement, alors, je préfère être honnête avec vous. En ce qui concerne le médicament, la prise en charge est excellente. En ce qui concerne les pathologies chroniques telles que le glaucome, diabète, le cœur, tout ce qui consiste, tension. La chirurgie cardiovasculaire, nous avons des conventions, les gens sont pris en charge à 100%. Pour l'hémodialyse, il y a une prise en charge à 100%, c'est très bien que pour l'hémodialyse, il faut faire 3 séances par semaine au minimum, qui sont très lourdes, qui sont très chères, avec toute la médication, avec le transport sanitaire, tout est pris en charge à 100%. Il y a bien sûr d'autres prises en charge. Maintenant, pour revenir aux actes médicaux, les consultations, la radio, la biologie, je suis tout à fait d'accord avec vous que le remboursement reste minime. Nous sommes encore sur les standards de l'année 87, ça n'a pas été révisé. Mais je vous dis que si on va dans cette démarche de faire des révisions à chaque fois des prix, la sécurité sociale s'effondrera, elle ne pourra pas tenir. Alors, et dans tous les systèmes du monde, la sécurité sociale prend en charge une partie, donc toute la sécurité sociale en fait est organisée sur les organismes, comme chez nous, CNAS, CASNOS, et puis sur les mutuelles sociales. Alors il y a trois aspects en fait de prendre en charge ce qui est dépensé, les soins de santé notamment. C'est la sécurité sociale, les organismes, une partie, la mutualité sociale, une partie, et puis éventuellement, les citoyens qui n'ont pas de mutuelle sociale payent de leur poche. Alors chez nous, et ça tombe bien parce que je suis président du Conseil national des mutuelles sociales, nous avons 28 mutuelles sociales en Algérie, mais il y a uniquement 1 200 000 mutualistes qui, eux, sont pris en charge pour le complément donc, de leurs actes. D'où la nécessité à ce que tout assuré social aussi prenne une mutuelle sociale. Ce n'est pas une obligation, c'est uniquement un choix individuel, mais qui doit être un choix très éclairé parce qu'il faut absolument avoir une couverture sociale totale par le biais des mutuelles sociales. Les mutuelles sociales, éventuellement les assureurs aussi. Oui, alors il y a aussi les assureurs économiques, les assurances économiques qui essaient de se frayer un chemin, effectivement. Il n'est pas interdit de le faire, tant mieux. Elles viendront en complément ou en supplément de la sécurité sociale. Ça reste encore un choix et non pas une obligation. Et c'est tant mieux pour ceux qui vont vers cette démarche aussi. D'accord. Alors, vous annoncez pouvoir rassembler quelques 90 milliards de dinars pour 2017 ? Oui, alors pour cette année, je rappelle que déjà, il y a eu beaucoup de facilités qui ont fait qu'il y a eu ce bon, qu'il y a eu cette démarche. Il y a eu la loi de finances complémentaire de 2015 qui a quand même enlevé vous savez que quand quelqu'un vient payer des cotisations et qu'il les paye en retard, il y a forcément une pénalité de retard. Alors ce qui s'est fait, c'est que nous avons permis à toute personne qui vient, qui paye ses cotisations de l'année en cours, de pouvoir payer les cotisations des années précédentes. Donc on leur fait un calendrier, ils payent, et puis ensuite la pénalité de retard est automatiquement enlevée. C'était le principe de la loi de finances complémentaire qui s'est terminée au 31/12/2016
et qui a permis quand même un engouement majeur et important, puisque la chape qui pesait sur les différents cotisants à travers justement ces pénalités ont disparu. Avec une prorogation de 6 mois. Alors, il y avait eu une prorogation jusqu'en 31-12. Donc, et 2016. Là où on en est maintenant? Alors maintenant, donc il n'y a plus de loi de finances complémentaire, donc il n'y a plus cette facilité. Mais à la CASNOS, nous avons introduit d'autres facilités. Parce que notre but, c'est de faire en sorte que les gens puissent se soigner et que ceux qui n'ont pas eu encore d'assurance sociale viennent justement à nous. Alors, ce que nous avons préconisé maintenant, c'est que toute personne qui n'a pas payé ses cotisations des années précédentes vienne, qu'elle paye les cotisations de cette année, on lui fait un calendrier pour les années précédentes, elle a une ouverture de droit immédiate, ça veut dire qu'elle peut déjà avoir sa carte chiffrée, elle peut se soigner, et puis elle respecte le calendrier, et à l'issue, elle nous fait un recours auprès des commissions de recours pour pouvoir avoir un dégrèvement des pénalités qui va jusqu'à 50%, qui est de 50%, et qui peut aller à 100% dans les cas de force majeure. À titre d'exemple, si je vous prends un agriculteur qui, pendant ces années-là, a eu de la sécheresse, ou là, il a eu du terrorisme, là, quelqu'un qui a vu son commerce disparaître pour une raison ou pour une autre, eh ben, il aura 100%, et donc il n'aura pas à payer ses pénalités, il suffit juste qu'il vienne. Est-ce qu'on peut connaître le montant du taux de recouvrement qui a été effectué depuis que la loi est passée là, Oui, alors le montant a été quand même extrêmement intéressant, puisque nous avons quand même atteint plus de 80 milliards de dinars. Ça nous a permis de faire un saut qualitatif et quantitatif de plus de 93% d'augmentation des recettes. Je pense que dans l'histoire, en tout cas de la CASNOS, il n'y a jamais eu ça. Et ça nous a permis donc d'avoir une aisance financière conséquente qui nous met à l'abri et qui met à l'abri tous nos assurés sociaux, tous les non-salariés, d'une éventuelle défaillance, notamment pour leur prise en charge de leur retraite, puisque même les études actuarielles que nous avons faites et qui vont jusqu'à 2030 assure une pérennité du système de sécurité sociale des non-salariés. Alors c'est vrai que vous êtes à l'aise avec ce chiffre. C'est un chiffre, ce fameux montant du taux de recouvrement qu'on a du mal à avoir, en tout cas au niveau de la CNAS. Plus facile peut-être pour vous, peut-être parce que vous êtes plus à l'aise financièrement. Où c'est que vous mettez votre argent actuellement? Bon, déjà, comment vous le faites fructifier? Alors déjà, la première chose à faire, qu'est-ce que vous en faites de manière générale? Oui, alors d'une manière générale, déjà, nous assurons déjà toutes les prestations, et Dieu sait qu'elles sont importantes, aussi bien en termes de retraite qu'en termes de prise en charge d'assurance maladie. Et puis nous avons placé aussi dans le cadre de l'emprunt obligataire. Est-ce qu'on peut évaluer ce montant-là de couverture? Oui, vous savez, j'ai pour principe d'être très transparent. Alors, pour l'emprunt obligataire... Non, c'est pour avoir une idée. 80 milliards de dinars. Oui. Donc on est près d'un milliard de dollars. Oui. Hein. Alors nous avons donc placé aussi l'emprunt obligataire 20 milliards de dinars, ce qui nous permet quand même non seulement d'avoir une attitude citoyenne vis-à-vis de l'État, puisque nous devons aussi d'être près de l'État. Mais c'est un moyen peut-être aussi de perdre de l'argent. Et aussi de gagner de l'argent, au contraire. Parce que vous savez, quand vous avez votre argent qui reste bloqué, il risque de se déprécier. Quand vous le placez dans le cadre de l'emprunt obligataire, à titre d'exemple, ça nous a donné... Il se dépréciera moins. Il ne se dépréciera pas du tout, en fait, parce que les rentrées que nous avons nous permettent de couvrir toutes les charges que nous avons, hormis les salaires, bien sûr, mais toutes les charges. Et donc, ça nous permet, en fait, d'être à l'aise. À condition que le taux d'intérêt couvre le taux d'inflation. Alors, il est évident que si on intègre le taux d'inflation, bon, là, c'est un autre discours, mais un discours général d'économie et de finance. Mais d'une manière générale, ça nous permet au moins d'avoir un rendement conséquent. On commence à vous connaître parce qu'on vous voit bien défendre votre institution sur tous les plateaux. Vous le faites bien en arabe, en français, vous le faites avec brio. Est-ce que c'est la communication à l'endroit des entrepreneurs et des agriculteurs, enfin, de manière générale, qui a été pour ce jaillissement financier? Oui, alors, vous savez... je pense que les portes les mieux gardées, c'est les portes ouvertes. Donc on a opté sciemment pour une ouverture en termes de communication sur toutes les franges de la population. Alors il est évident que nous avons été vers les médias parce qu'ils sont porteurs. Je vous remercie encore aujourd'hui parce qu'on va toucher une frange importante, notamment des professions libérales qui notamment suivent cette émission. Et nous avons été aussi dans les rencontres directes à travers les organisations, l'UGCA pour les commerçants et les artisans, à travers l'UNPA pour les agriculteurs. Donc en fait, il suffisait de se parler. Il suffisait de se parler, il suffisait d'expliquer, il suffisait de lever la chape de plomb qui éventuellement existe sur nos institutions. Et je crois de toute manière, c'est l'instruction qui a été donnée actuellement
par déjà notre ministre de tutelle, mais aussi un peu par tout le gouvernement. Il faut absolument communiquer. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas donner des informations à nos assurés non salariés sur leur caisse. C'est quand même leur caisse, c'est quand même leur cotisation, et il est de leur droit de savoir ce qu'on en fait, comment que les choses évoluent. Alors, mais pour évoluer, pour communiquer autrement, il a fallu... parce que, comment vous avez fait au niveau de vos équipes aussi pour les motiver, et pour reprendre un autre langage, parce qu'il y a toujours cette fameuse résistance au changement. Donc il fallait s'occuper d'abord de ces effectifs avant d'aller... en interne. Alors en interne, je vais vous dire, il y a eu en fait 3 aspects. Le premier aspect, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait cette culture d'entreprise et cette appartenance, ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc il a fallu communiquer en interne. Nous avons fait des rencontres, j'ai eu à me déplacer dans toutes les wilayas, j'ai rencontré tous les travailleurs sans exclusive en faisant carrément de véritables assemblées générales où j'ai expliqué le bien fondé de la démarche et puis la nécessité d'être au service des non-salariés. Je pense qu'à quelques exceptions près, il peut y avoir bien sûr des couacs, mais je pense que le comportement de nos travailleurs a complètement changé. Alors, deuxième aspect, c'est qu'il y a eu effectivement une formation tout azimut. Nous sommes déjà à près de 60% de nos agents qui ont été formés. Et nous continuons encore ce système de formation qui est en fait une mise à niveau, qui est une formation générale de toute la sécurité sociale et ensuite une formation métier pour ce qu'ils font comme activité. Et puis enfin, nous avons été vers la polyvalence. Vous savez, quand vous mettez quelqu'un qui ne fait qu'une seule tâche pendant toute sa vie, c'est vraiment le système taylorien à éradiquer en urgence. Et donc nous avons été vers une polyvalence des activités. Et il y a donc un passage d'un endroit à un autre. Et vous avez vu maintenant, vous pouvez voir au niveau de nos institutions, au niveau des guichets, il n'y a plus ces files d'attente où il n'y a qu'une seule personne qui travaille sur un dossier. Par exemple, s'il s'occupe des retraités, vous allez avoir tant de retraités qui attendent. Et puis les guichets à côté sont vides. Donc tout le monde fait la même activité. Et donc maintenant, je pense que c'est ce qui a prévalu justement à cet engouement des travailleurs et puis à ce saut qualitatif. Est-ce que les queues existent toujours au fameux délai du... Alors, vous savez, chez nous, il faut déposer effectivement, chez nous, beaucoup de gens attendent le dernier moment pour venir payer, alors qu'en fait, ils ont un délai très long. Pourquoi c'est pas comme ça ailleurs? Maintenant, actuellement, il y a moins de queues, et moins d'attentes. Nous nous organisons en tant que tel. Nous avons eu la période limite de la période donc de la loi de finances où nous avons été obligés de travailler parfois jusqu'à minuit parce que les gens faisaient la queue pour venir, ils laissent le dernier moment. C'est pour ça que je leur lance un appel, ne laissez pas le dernier moment. Vous avez largement le temps, vous avez toutes les facilités, d'autant que maintenant nous sommes en train d'aller vers la modernité, la modernisation et l'informatisation. C'est la sortie de l'impasse, la technologie, c'est ça? Et elle est déterminante. Alors, la télédéclaration se fait donc, oui, sur la télédéclaration, toutes les informations sur les sites. Nous avons Est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier le nombre d'usagers, enfin d'affiliés qui... Très peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore cette culture aussi de l'utilisation des télédéclarations. Il va falloir beaucoup communiquer aussi. Il faut communiquer, il faut former, il faut que les gens se mettent vraiment à l'informatique. Mais de toute manière, ceux qui ne viennent pas vers nous, même à travers l'aspect les web, nous allons vers eux. Alors comment? Nous avons maintenant des contrôleurs qui se déplacent. Alors vous savez, par le passé, c'était très archaïque. Les gens partaient, ils voyaient l'adhérent, ils prenaient juste le nom, ils revenaient au niveau de la structure pour voir sa situation, pour revenir ensuite vers lui. Alors regardez le manque de rentabilité, la perte de temps, pas d'efficacité. Maintenant, ils se déplacent avec des tablettes qui sont reliés donc directement à notre base de données par la 3G ou autre. Ils arrivent chez l'adhérent, ils prennent son identité et automatiquement ils lui donnent toutes les informations. Et si la personne n'est pas affiliée, il l'affilie directement sur place. Et s'il a des documents, ils sont très vite photographiés, scannés et transmis directement à nos structures. Donc vous voyez que quand même il y a une rentabilité. Il y a une efficacité patente. Et vous avez suffisamment d'effectifs pour faire ce travail qui est intéressant. Oui, alors nous sommes passés pour les contrôleurs de moins de 100 contrôleurs à 300. Parce qu'il y a le côté ludique des choses qui poussent aussi, qui invitent à la cohésion. Oui. Alors, à ce niveau-là, justement, pourquoi je parle de polyvalence, nous sommes en train finalement de faire en sorte que tout le monde puisse avoir la qualification et donc avoir la possibilité d'aller travailler en tant que contrôleur, mais ils peuvent aussi travailler dans d'autres fonctions. Donc il y a une polyvalence qui nous permet de mobiliser d'un coup plus de 300 personnes qui peuvent être sur le terrain. Et avec le système de tablettes, donc ils sont libres d'aller travailler. Et bien sûr, il y a un contrôle
qui se fait directement, puisque nous les évaluons directement à travers les tablettes. Donc il y a un engouement, et on voit maintenant des jeunes qui vont contrôler même les jours fériés, parce qu'ils doivent absolument atteindre un certain nombre d'activités à faire. Alors, sur votre site, je lisais que la CASNOS est à l'écoute de son public, mais en même temps, vous avez un centre d'appel où on peut vous appeler? Oui, alors nous avons déjà le Facebook, puisque beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup de jeunes l'utilisent. Nous avons le site web aussi. Nous avons bien sûr au niveau de chaque wilaya, bien sûr, les standards. Nous n'avons pas encore le numéro d'appel numéro vert. Ah oui, les standards téléphoniques. Oui, les standards téléphoniques. Oui. Nous avons des assistantes sociales qui se déplacent à domicile. Nous avons nos cellules d'écoute. Et par exemple, pour les assistantes sociales, elles se déplacent chez les personnes qui en ont le plus besoin pour suivre les personnes malades, les personnes grabataires, les personnes âgées. Et nous avons découvert parfois des cas dramatiques. Par exemple, quand une assistante sociale arrive et qu'elle voit qu'une personne qui a 84 ans et qui se fait régulièrement tabasser par son fils parce qu'il est toxicomane, nous devons d'intervenir et c'est ce qui a été fait. Et ensuite, nous avons mis fin à ces comportements. Nous intervenons aussi lorsque nous trouvons des personnes seules. Et donc cette intervention, en fait, elle est sociale, elle est sanitaire, elle est administrative. Donc nous essayons de donner la meilleure couverture possible parce que notre raison princeps de la sécurité sociale, c'est de donner une couverture sociale. Et donc nous avons un rôle d'humanisation à faire. On vous reprochait beaucoup la bureaucratisation. Oui. Il y avait beaucoup de bureaucratie, beaucoup de papiers à donner. Vous en avez supprimé, et notamment le fameux acte de naissance. Oui, alors. Mais on me dit encore que parfois c'est demandé. Oui, justement, les réflexes à enlever, d'où la nécessité de formation continue que nous sommes en train de faire. Effectivement, maintenant, il n'est plus question de demander un extrait de naissance, puisque nous avons la possibilité d'entrer dans la base de données du ministère de l'Intérieur. Il est prélevé directement et nous l'intégrons dans nos documents. Il y a beaucoup d'autres documents. Nous ne demandons plus le bilan fiscal, puisque le système est déclaratif. Et maintenant, les gens, d'ailleurs, à titre d'exemple, et là je vous donne ce qui a été fait dernièrement, vous savez, beaucoup de gens, par exemple, dans le système déclaratif, vous disent, moi, je ne peux pas beaucoup déclarer, je ne peux pas donner une assiette de cotisation importante parce que mon assiette fiscale, je l'ai déclarée, je l'ai, entre guillemets, sous-déclarée. Donc, s'ils se retrouvent dans l'attitude de sous-déclarer au niveau fiscal et de surdéclarer au niveau parafiscal, ils avaient peur qu'il y ait un redressement. Alors, je les tranquillise. Il y a eu un accord qui a été passé avec nos amis de la Direction générale des impôts. Un communiqué commun a été signé par nous deux. Il a été transmis partout pour que ce soit appliqué au niveau national par les comptables, par les personnes, et qui peuvent être tranquilles. Alors, pour les professions libérales, il n'y aura pas de redressement. En fait, si par exemple un médecin déclare au niveau des impôts une somme relativement basse et qu'il veut avoir une meilleure retraite, donc il déclare plus chez nous, eh bien, il sera tranquille puisqu'il n'y aura pas de redressement. De même que toujours dans le même communiqué, toute personne qui paye une cotisation... Il n'aura pas de redressement, mais il sera tenu d'aller s'enregistrer, évidemment. Non, il fait sa déclaration fiscale qui ne bougera pas. Et pour nous, il payera plus de cotisations. Il déclarera plus une assiette donc de plus grands revenus et il n'y aura pas en fait de redressement. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que toutes les cotisations qui sont payées vont rentrer dans les charges et donc elles sont déductibles des impôts. C'est quand même un aspect extrêmement important. D'où la question que je me pose, pourquoi les gens continuent à payer des cotisations très basses où ils se retrouvent en bout de compte avec une retraite très basse, ils ont la possibilité de les faire rentrer dans les charges déductibles des impôts. Et puis, ils n'ont pas peur de se faire redresser, puisque maintenant, ça a été totalement réglé. Donc, je lance un appel à toute la communauté, notamment ça permettra de s'assurer une meilleure retraite. Des non-salariés. Bien sûr, ils auront une meilleure retraite. Et, écoutez, moi, je trouve inadmissible que quelqu'un, par exemple un médecin, travaille toute sa vie, qui paye au minimum et qui sorte avec moins du SMIC. C'est quand même inadmissible. Alors, le prochain enjeu, le prochain défi pour vous, c'est quoi le plus gros défi maintenant? Prochain défi, faire mieux. Poursuivre. Faire mieux. Faire plus, arriver à être plus attrayant, faire plus de communication, aller vers la communication localement, puisque maintenant nous sommes en train de faire en sorte aussi que les directeurs locaux se doivent de communiquer, notamment à travers les radios locales, que nous continuons à faire de la communication de proximité à travers les contrôleurs, à travers les assistantes sociales, à travers tous les agents de la CASNOS, et puis espérer que à travers les médias qu'il y a un répondant. Est-ce qu'il y a une sorte de concurrence entre les différentes caisses ou pas?
Il y a une complémentarité. Ça vous amuse de... Il y a une complémentarité. Il est évident que lorsqu'une opération réussit dans une caisse, ben, il est normal que l'autre caisse la prenne. Moi, je suis heureux de voir que nos amis de la CNAS, par exemple, vont utiliser le même système de tablette pour les contrôleurs. Ils vont être plus performants. Je rappelle que c'est la même maison, hein, la sécurité sociale, c'est le même ministère. Les uns sont salariés. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont faites et que vous avez fait par la suite aussi. Oui, ça va de soi. Et nous sommes en train de faire. Nous sommes dans une continuité et puis dans un travail. Vous savez, ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que c'est le même ministère, c'est la même tutelle. Pour les caisses, vous savez que la CASNOS, elle fait le recouvrement, les prestations et la retraite. La CNAS fait le recouvrement, prestations, la retraite, c'est la CNR. Mais les 3 DG de caisse, non seulement nous sommes amis, mais nous sommes aussi collègues et nous travaillons dans l'intérêt général. Dans cette ambiance un peu critique, on vit une petite crise qui s'annonce grande, mais bon, on verra bien comment les choses vont se passer. Eh bien, votre institution publique se porte bien. Donc, est-ce que cela fait plaisir au niveau du gouvernement? Est-ce qu'on vous dresse des satisfecit? Est-ce que vous adresse des satisfecit? Écoutez, le meilleur satisfecit que je puisse avoir, c'est déjà la satisfaction d'avoir réussi un travail, d'être tranquille pour mes assurés sociaux et de voir que les adhérents nous font de plus en plus confiance, de voir qu'il y a un état d'esprit très intéressant, très agréable au niveau de la CASNOS, de voir que très souvent nous sommes pris en exemple, et c'est excellent, c'est très bien, de voir que dans le cadre de l'entraide, nous sommes aussi en train d'aider un peu nos amis donc, des autres caisses, et je pense que s'il y a satisfaction, elle est générale. Très bien, en tout cas, ce n'est pas tous les jours que l'on voit des organismes publics notamment qui réussissent. Bravo et bonne continuation. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau numéro de Challenge.